Amis de Radio Méru, bonjour. Nous allons faire la 20e émission en ce tout début d'année 2020. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire une interview avec mon ami Didier. Mon ami Didier, qui était président d'une association sur la grande ville d'Orléans. Mais nous allons lui demander de se présenter. Voilà, mon ami Didier, je te laisse la parole. D'accord, tout d'abord, bonjour André. Meilleurs vœux aux auditeurs, aux auditrices de Radio Méru, et merci de m'inviter pour cette 20e pour parler un petit peu d'une passion commune. Très bien Didier, pas de problème. Alors déjà, tous mes voeux 2020 pour toi et toute ta famille. Les vœux de santé, de bonheur, de prospérité, tant sur le plan familial que professionnel bien évidemment et associatif. Alors, tu as été pendant pas mal d'années président d'une association sur cette très belle ville d'Orléans. Peux-tu nous en parler un peu? Ouais, déjà, je vais me présenter un petit peu plus aux auditrices et aux auditeurs. Voilà, donc comme tu l'as dit, je me prénomme Didier, j'ai 58 ans. Je suis passionné de radiocommunication banalisée sur les bandes du citoyen que j'ai découvert en 1978. J'ai pratiqué pendant 3 années avant mon service national. J'ai relâché un petit peu. Puis j'ai fait une réelle reprise dans les années fin 90 pour ne plus quitter la Citizen Band jusqu'en 2007, à peu près à l'arrivée et à l'explosion des GSM et d'Internet. Donc, dans ta question, tu me demandais au niveau de l'associatif ce que j'avais fait, une association effectivement qui qui s'appelait du moins ESU Canal 9, donc Équipe Secours Urgence. C'est une longue histoire de quelques 14 années d'abnégation dévouée à la Citizen Band à travers les secours et l'humanitaire. Très bien Didier. Oui, oui, je suivais vos activités puisque à l'époque vous passiez pas mal d'articles de presse sur les revues spécialisées et je suivais de très très près vos activités qui étaient très multiples et surtout très enrichissantes d'autre part. Quelles étaient vos principales motivations au sein de l'association à l'époque? Les principales motivations, c'était surtout se rendre utile par ce merveilleux moyen de communication qui a été, ne l'oublions pas, le premier lien radio pour Madame et Monsieur tout le monde, en quelque sorte le premier réseau social. Très bien Didier. Oui, je sais que vous aviez également vous aviez une attention toute particulière au niveau du canal 9, qui était le canal d'urgence. Peux-tu nous raconter quelques histoires vécues à ce niveau-là? Oh là là, le Canal 9 et moi, c'est une longue histoire, comme je l'ai dit, 14 années. Oui, effectivement, la veille du Canal 9 sur la fréquence 27,065 MHz en amplitude de modulation était dédiée à la gestion des appels concernant les problèmes à caractère d'urgence et de relation déclenchement des secours. Alors, en termes d'histoire, ouais, j'en ai une multitude en beaucoup de domaines d'urgence, que ça soit accident ou incident de différents degrés de gravité, dont notamment une où je me suis déplacé sur un double accident mortel qui paralysait l'autoroute A10 en amont d'Orléans du côté de Tours, enfin en allant sur la direction de Tours et Tours-Orléans. Donc c'était dans les deux sens. À cette époque-là, j'ai travaillé toute la nuit avec les forces de l'ordre. Je me suis déplacé sur l'autoroute pour aider à réguler la circulation. Parce qu'il y avait un énorme blocage avec les quatre voies coupées dans les deux sens, hein. J'ai donc mis en action à ce niveau-là par CB interposé en mobile et avec l'aide de quelques fixes plusieurs de nos stations radio pour qu'on puisse arroser et informer en amont nos amis routiers et mobiles VL sur le canal 19 hein, et des dégagements sur d'autres fréquences pour donner des explications. Et à cette époque-là, cette soirée-là, je m'en rappelle, nous avons couvert plus de 150 km de délestage et de déviation avec beaucoup de stations qui nous ont épaulés au niveau des radios. Donc on faisait pas mal de QSP de station à station pour étendre le réseau, pour désengorger bien avant l'accident.
Et cela, on l'a fait à peu près aux alentours de 23 heures jusqu'à 6 ou 7 heures du matin. Et je me rappelle, je suis même arrivé un petit peu en retard au travail avec une belle lettre d'excuse signée d'un capitaine, je sais trop quoi, de la gendarmerie. Donc voilà, c'est des souvenirs plaisants, ouais, dans un sens, enfin, d'utiles et qui ont été pour moi, qui m'ont marqué et qui ont marqué le temps de la Citizen Band au fer rouge, entre parenthèses, et voilà, dans les journaux, comme tu le disais, dans les médias. On a aussi beaucoup aidé dans la recherche, dans les avis de personnes disparues, que ce soit adultes ou enfants. On a contribué à pas mal de recherches et d'avis de lancement d'appels, chose qui était très utile et qui peut l'être encore aujourd'hui, quoi. Très très bien, Didier. Oui, c'est très très bien de rappeler tous ces souvenirs parce que d'une part, ben, cela peut motiver certains auditeurs de Radio Méru à nouveau à s'équiper de CB ou de découvrir la CB tout simplement. Car cela est vrai que c'est un appareil fabuleux qui nous permet de recevoir et de transmettre. Et c'est vrai que dans le domaine du secours, cela nous a apporté et cela nous apporte toujours euh, quelque chose de très 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 précieux. Voilà, alors je sais que vous aviez également des émissions, des missions importantes au niveau des radioguidages. Là également, est-ce que tu as quelques anecdotes à nous raconter? Ouais, je vais me répéter, 14 ans d'anecdotes. Non, non, mais ouais, effectivement, le radioguidage était très, très prisé sur la région d'Orléans. Il y avait des stations qui, pendant quelques années, ont été indépendantes, qui n'étaient pas trop structurées et qui nous ont rejoints en 1995. Donc, on a été obligé de revoir et de revisiter nos statuts et de les prendre un petit peu sous notre aile pour les aider à les structurer. Et, parce qu'on avait des liens avec la DDE, avec la police, gendarmerie et tout ce qui s'ensuit. Donc on a pu avoir par ce biais-là des rendez-vous qui nous ont été très utiles avec les radioguideurs et les sociétés qui étaient livrées, les horaires, la hauteur des ponts, enfin les trucs de transport de matières dangereuses. Et là, il y avait vraiment, il y a eu une osmose avec le monde, le milieu de la Citizen Band, routiers, VRP, commerciaux, utilitaires, utilisateurs lambda. Il y a eu une très grosse coalition, quoi. Ça a été très, très, très prisé, énormément de radioguidage. Alors, ouais, en 95, donc on a créé cette équipe et on a notamment travaillé sur le 9 pour les urgences. On avait le 22, canal 22 qui était ouvert on va dire, 4h30, 5 heures du matin. On avait des opérateurs qui étaient des leftos. Ils travaillaient bénévolement en général jusqu'aux alentours des fins de livraison, quoi. Ça va être 11h30 ou 12 heures suivant les sociétés. Alors bien sûr, ils étaient sur le 22, mais comme il y avait énormément de demandes, bah, comment dirais-je, ils sortaient un petit peu du canal 22 pour passer en QSY en changement de fréquence sur d'autres canaux. Et certaines autres stations étaient un petit peu gênées par ces problèmes-là parce que ça commençait à moustacher sur les fréquences alentours et ça déplaisait un petit peu. Donc effectivement, ça a amené quelques jalousies et quelques réglages de compte, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Et après, bon, les radioguidages se sont estompés, ainsi que le canal 9, comme je le disais, à l'arrivée des GPS et des GSM. Et petit à petit, bah, les radioguidages se sont faits de moins en moins, et les appels de secours de moins en moins présents, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à l'époque, le radioguidage était quelque chose de très 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 important, ben, parce que les routiers ou tout utilisateur de véhicule, ben, il n'y avait pas le GPS. Et moi je me rappelle, sur Rodez, nous avions beaucoup que ce soit les routiers, mais nous avions également pas mal de VRP qui demandaient toujours des radioguidages pour trouver leurs clients, etc. etc. C'est vrai que c'était quelque chose de très 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 important. Et tu as mis un point sur quelque chose qui est fondamental, c'est les structures. Moi, tu le sais, cela fait depuis 1983, tout au moins fin 82, que je passe tout mon temps à essayer de structurer sur le plan national au niveau fédératif. Et c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas encore compris l'importance d'une structure avec une organisation très très bien réalisée
de façon à ce que chacun puisse porter une pierre à l'édifice. Bon, mais ça, nous aurons également l'occasion d'en reparler peut-être à une autre occasion lors d'une autre prochaine émission. Nous allons continuer en ce qui te concerne ou en ce qui concerne ton ancienne association. Je sais que vous faisiez également quelques sorties en DX. Je pense que là également, peut-être tu as quelques anecdotes à nous raconter au niveau de ces contacts longue distance. Bah, le DX, pour moi, ça a été dès le départ, la BLU, ça a été un grand coup de cœur. Ça a été des grands moments d'évasion. C'était mon péché mignon perso, quoi. C'était la fièvre de la propagation. Alors, les contests DX, les challenges, compétitions de clubs et interclubs, les expéditions, aventures, activations dans des points ou des sites recherchés qui étaient peu communs ou peu activés. Le voyage à travers le globe, un virus qui, ben, quand on l'a, il ne nous lâche pas, quoi. Mais c'est encore heureusement un autre monde, c'est celui des amateurs de la radio libre, hein, de l'évasion. Le contact, la confirmation, le plaisir d'ouvrir sa boîte postale ou sa boîte perso, d'y découvrir le monde en carte postale, en timbre, en carte radio de confirmation de liaison. C'est une autre école, c'est une autre forme de radio, mais tout aussi prisante que le côté AM ou le côté enfin amplitude de modulation ou FM, qui étaient des modes un petit peu différents. Des modes et non pas des fréquences, comme j'ai pu l'entendre dernièrement lors d'une émission télé. Voilà. Merci Didier. Il y a quelque chose qui se pratiquait également à l'époque et je vois que plus personne n'en parle, c'est un petit peu dommage. C'était cette fameuse chasse au renard. La chasse au renard où les opérateurs avaient pour mission de trouver l'endroit où le renard effectivement s'était caché. Alors le renard c'était bien sûr un simple cimiste. Je pense que tu pratiquais ça également. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, j'étais un fervent sportif très aguerri. J'ai été formé par un maître en la matière de chasse au renard, qui était la station. Ah, ça y est, j'ai plus son nom. Mais enfin bref, ça me reviendra. Et là, voilà, non, la chasse au renard, oui, ça se faisait sans fusil, hein, c'était pas mortel. Quoique des fois, il pouvait y avoir quelques balles qui sifflaient, mais dans un autre contexte. Effectivement, la chasse au renard, mon ami Goupil ne module plus, comme dirait l'autre, que de souvenirs sportifs et répressifs. C'était en fait un jeu et une obligation aussi de connaissance pour la tranquillité, comme tu l'as expliqué. C'était une ou deux stations qui allaient se cacher dans un endroit bien précis, enfin pour eux, et les autres stations qui étaient stationnées dans un autre endroit au départ de la porteuse faite, donc de l'émission en porteuse constante, devaient, par le biais des signaux radio perçus dans les véhicules, avec tout un tas de petites astuces de changement de poste, de changement d'antenne, changement de puissance, tournicoter, enfin de rechercher les porteuses et d'arriver à les déceler. Alors soit ça se faisait avec un temps à partie, ou soit ça se faisait en open, donc ouvert, et c'était au premier qui trouvait là où les stations, parce que des fois, pour corser un petit peu la chose, il y avait deux ou trois renards, donc à des endroits différents, voire des fois à quelques kilomètres. Donc c'était assez sportif, hein. Mais ça nous a permis de passer À cette époque-là, l'essence était beaucoup moins chère, les occupations n'étaient pas sur les PlayStation ou autres, et on faisait nos petits jeux d'opérateurs de stations radio très amusantes, avec je l'explique un petit peu dans un de mes livres, hein. Et voilà, c'était une façon d'entendre, mais c'était aussi une façon comment dirais-je, de pouvoir chasser, mais là un petit peu plus dans le sens répressif, des stations qui étaient, comment dirais-je, perturbatrices sur les ondes radio, sur le canal 9 par exemple, ou sur le 19, qui émettaient de la musique en porteuse un petit peu agaçante. Et de temps en temps, il y avait des opérations de punition qui se mettaient en place. Donc on faisait de la trigoniométrie, ou voir à plusieurs personnes. Donc on avait soit des antennes Trigo ou des antennes de véhicules, et on repérait la station. Alors,
On y allait au départ par le côté diplomatique. On faisait savoir à la station qu'on n'était pas loin de chez lui et que on allait donner quelques renseignements le concernant s'il continuait à nous agacer. Il y a même eu de temps en temps de la répression, comment dirais-je, de stations perturbatrices qui n'était plus de l'intimidation. Ça a été jusqu'à certaines stations de la destruction par des choses pas trop avouables, hein, pas trop avouables. Soit ça peut être une aiguille coincée dans un coax qui touche la masse ou des choses un petit peu plus expéditives au niveau des aériens. Mais bon, c'est pas toujours avouable, mais il y en a certains qui ont arrêté d'émettre parce qu'ils étaient un petit peu trop perturbateurs. Un petit peu comme en ce moment une station en BLU, El Comandante, pourtant c'est pas faute d'avoir eu de la visite chez lui. Voilà, c'est de la perturbation du QRM, donc pas toujours évident à gérer. Oui, je te remercie beaucoup, Didier. Oui, oui, tu parles de ce commandante, je vois pas mal de commentaires à son sujet. En plus, je pense qu'il est né du côté de l'Espagne, là-bas. Oui, depuis quelque temps, sauf erreur de ma part, ton association est dissoute, mais ton virus pour la radiocommunication de loisirs est toujours bien présent. Tu as écrit 2 livres. Est-ce que tu peux déjà nous en parler un petit peu de ces 2 livres et peut-être même dire aux auditeurs comment te les commander, comment te contacter? Ah, mais avec grand plaisir, bien sûr, bien sûr. Alors mon premier livre qui s'intitule De la Sibie à l'humanitaire, 73, 51, 88, qui veut dire donc cordialité et salutation. C'est un clin d'œil déjà à tous les bénévoles, à tous les signaleurs de la radio de loisirs et ceux qui sont encore actifs en ce moment, et à ceux qui m'ont suivi dans cette aventure humaine et passionnante. C'est un petit peu l'histoire, c'est l'épopée d'une association radio. C'est le récit d'un parcours du combattant, le périple d'un président engagé, et c'est le récit aussi de joie et de coups bas qui ont été distribués, voire bien souvent faits par des proches. Voilà, et même alors encore à l'heure actuelle, on s'aperçoit que des fois il y a des gens sur lesquels on a beaucoup d'estime qui ont changé un petit peu leur fusil d'épaule. Chose qui est un petit peu triste, mais bon, c'est comme ça, les gens se changent aussi, quoi. Si c'est une période radio qui a été construite aussi autour de l'humanitaire. Donc dans ce premier livre qui a à peu près 180 pages, on peut le trouver comme le deuxième sur Amazon, sur Lulu. On peut le trouver en tapant sur notre ami Google. Et puis on peut l'avoir aussi directement par mes soins en me contactant. Et là, il est signé et comment dirais-je, autograpé pour la personne. Il est personnalisé. Mais il me semble d'ailleurs que je connais une personne qui a écrit l'avant-propos qui s'appelle Monsieur André Antonio. Je te remercie André d'avoir à cette époque-là accordé l'avant-propos. J'ai beaucoup de respect pour ce que tu as fait. D'ailleurs, nous étions rencontrés en 1992 quand tu étais venu sur le Loiret à Bonny, là au club qui était de la FFCBL. Et j'ai un grand souvenir avec toi de cette soirée avec notamment les officiels et les représentants gendarmerie et préfectoraux qui étaient présents à cette grande réunion où tu étais venu me proposer de participer à la FFCBL, je veux dire, à la rencontre entre les gens du secours et les gens défenseurs de la Citizen Band libre. Voilà. Et le deuxième livre, c'est un petit peu un complément du premier. Le titre, c'est La CIBI d'hier à aujourd'hui, mode d'emploi. C'est le passage témoin de la CIBI 1.0 à la génération que l'on a maintenant, 2.0. Je vais en parler un petit peu plus tard si tu me le permets. C'est un témoignage pour le patrimoine de notre passion, quoi. Tout à fait, Didier. Excusez-moi. Oui, oui, mais tu sais, moi je suis un passionné de radio. Pourquoi Je vais juste faire une petite aparté. C'est que quand je suis arrivé pour faire mon service militaire en tant qu'appelé à Fréjus, c'était juste après le barrage de Malpasset. Quand ce barrage de Malpasset à Fréjus a lâché,
où il y a eu d'ailleurs une très très belle émission, là, je crois que c'est lundi soir, sauf erreur de ma part, c'est lundi soir où il y a eu une très très belle émission qui racontait cette grande catastrophe. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était juste après, puisque moi je suis arrivé en janvier 1960 et la catastrophe a eu lieu en décembre 1959. Et comme j'ai fait 3 mois, j'ai passé 6 mois à Fréjus, 3 mois de peloton et 3 mois dans les transmissions, c'est comme ça que j'ai découvert la radio et surtout la bonne radio. Et c'est pour ça que depuis, j'ai toujours ce souci des autres, ce souci concernant l'aide, l'entraide, le secours, l'assistance, déjà par nos moyens radio-communication et évidemment par tout autre moyen. Et c'est pour cela que je reste toujours aussi motivé comme depuis mes débuts et je ne le regrette pas, bien le contraire. Et je crois qu'il faut rester de plus en plus motivé, surtout à l'heure actuelle avec ce réchauffement climatique qui est quand même de plus en plus inquiétant. Bien, Didier, nous allons continuer si tu le permets. Aujourd'hui, tu es vraiment impliqué pour promouvoir les nouvelles applications de Midland à l'Enfrance, le CB Talk et le BT Talk. Je pense que de plus en plus nombreux sont les opérateurs qui s'intéressent à ce nouveau mode de radiocommunication. Peux-tu nous en parler? Oui, avec volontiers, avec grand plaisir. Alors déjà, Midland, c'est une grande histoire, on va pas dire d'amour, mais une grande histoire au niveau de la CB. Il faut savoir que Midland, ça a été une des premières marques commerciales qui est arrivée en France par le biais de vente au niveau du Havre, par un Havrais qui a introduit les postes CB Midland de réputation, très costaud, très solide, ce qui était un petit peu de couleur verte palote, le 4001, le 7001, enfin tous ces postes-là. Midland a été à l'origine de. Après, ils ont été suivis par Président, par Dirland, par différentes autres sociétés, mais ils ont été à l'origine de l'avancée, de l'évolution de la Citizen Band, déjà aux États-Unis, aux USA, mais après en Europe, en France. Et donc ils ont aussi subi les affres des GSM. Et ce qui m'a fait un petit peu sourire, pendant que j'écrivais mon premier livre, j'ai été mis au courant de cette application CB-Talk. CB-Talk, alors c'est de la CB, c'est pas de la CB, ça c'est encore un autre débat, on pourra en discuter pendant des heures. Euh, mais effectivement, dès la parution, dès la mise en service de cette application, le 8 septembre 2018, j'ai été un des premiers en France à la mettre et à vouloir m'y intéresser de près, pardon. Donc dès le premier jour arrivé, je l'ai mise. Et là, j'ai redécouvert le plaisir de la radio un petit peu différente. Et j'ai, dès le premier jour, ouvert un petit groupe de communication sur Facebook qui s'appelle QRZ Group, qui a grossi un petit peu, qui est devenu maintenant reconnu par Midland et qui est le groupe officiel de Midland, pour tenter de gérer un petit peu les différents avancées et problèmes de cette application. Donc c'est un engagement de première heure. C'est une grande émotion, une joie de redécouvrir la radiocommunication de loisirs sous une forme nouvelle, novatrice. C'est une envie sans compter, c'est un fort désir d'apporter pour moi ma pièce à l'édifice par mon vécu à travers la CB 1.0, quoi. Oui, je suis de plus en plus intéressé d'ailleurs par ce nouveau mode de radiocommunication qui finalement c'est un très très gros progrès. Alors c'est vrai qu'on voit des commentaires de temps en temps pour des gens qui critiquent plus que d'essayer de comprendre un petit peu le bien fondé de ce nouveau moyen. Moi personnellement j'y suis favorable de toute façon à 100% et je trouve que cela est très 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 bien. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à nous dire là au niveau de Midland. Ouais, pour moi, c'est la redécouverte de gens passionnés à travers la France, mais également avec le progrès, la possibilité et la facilité de traverser les frontières sans vraiment de soucis, quoi, la technologie faisant. C'est une autre forme de radio, mais qui reste à l'échelle humaine, hein. C'est un mélange analogique et numérique. C'est un mixage de technologies. Bon, on parlera pas du push-over cellulaire parce que c'est un petit peu rentrer dans la technique, hein.
mais c'est aussi la redécouverte des travers et des joutes de testostérone qu'on avait sur le 27 mégas. C'est une histoire parallèle un petit peu à la CB 1.0 en bien des points. C'est une jungle qui est remplie de pièges, qui est aussi fait de haine et de pouvoir, de subtilité et de patience. C'est un, comment dirais-je, c'est un mélange des genres entre des êtres de tous bords qu'on avait aussi sur la CB 1.0, des gens de toute origine, des gens de toute confession. On retrouve une grande mixité sociale avec ses travers. Certains sont là pour exister, pour subsister, pour paraître, d'autres sont là pour transmettre et faire évoluer. Pour moi, c'est un grand échiquier, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est celui aussi de l'hyper et contrasté communication, mais c'est un moyen qui reste humain parce qu'il reste vocal. Tout à fait. Et tu peux nous parler un petit peu de BT Talk? Alors, BT Talk, c'est la grande sœur, on va dire, de CB Talk. BT Talk est une application Midland qui a été faite auparavant pour les motards, qui est très prisée par le milieu de la moto, qui a un petit peu le même, enfin, comment dirais-je, ça ressemble un petit peu à, enfin, CB Talk ressemble un petit peu à BT Talk, mais BT Talk est plus fait pour des groupes, et entièrement fait pour des groupes privés. C'est-à-dire que tu vas, par le biais de ton téléphone, hein, tu vas rentrer des amis, par exemple motard, vous vous rejoignez sur BT Talk, et là vous vous rejoignez à travers la France ou les pays étrangers pour pouvoir vous donner un point de rendez-vous, vous rencontrer ou autre. C'est un petit peu le même système sur le côté design, mais le côté communication est un petit peu différent. On retrouve toujours le push-to-talk, donc l'appui écose, donc qui n'est pas une communication en simultané comme au téléphone, mais c'est plus prisé pour les groupes privés, voilà. Et peut-être que ça serait pas mal sur CB aussi qu'il puisse y avoir des groupes privés. Ça éviterait peut-être de temps en temps des accrochages entre différents opérateurs et opératrices ou caractères et règlements social, quoi, et parties sociales. Oui, tout à fait. Mais j'ai découvert ce système-là également en Italie, puisque nos amis de la FIR, la Fédération italienne de l'ACB, ont monté ce système-là, et l'ensemble des membres de la fédération sont incorporés justement alors, dans le groupe. Et j'ai eu le plaisir d'ailleurs de rentrer dans ce groupe, ça me fait vraiment plaisir. Et je pensais justement, par exemple, aux camping-caristes, on pourrait monter des gros groupes comme ça, que ce soit les camping-cars ou bien d'autres professions ou d'autres passions. Très très bien, Didier. Oui, si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, vas-y. On est sur la réflexion. Bon, tu sais que depuis quelque temps, je suis incorporé dans l'équipe Midland de France et maintenant Midland Europe. On réfléchit à bien des choses. Alors, on reste pas sur le bout de notre nez. On cherche de l'avancée dans le moyen de communication je vais pas dire interdépartement, mais international, pour justement ouvrir cette forme de radio. Alors, il y a le côté route, on voudrait plus se retourner sur le côté utilité, parce que c'est vrai que la CB avant, ça a été sur le côté utile, soit pour s'annoncer les contrôles routiers ou autres, mais soit aussi, comme tu le disais, pour les radioguidages, pour les secours, pour le côté utile. Maintenant, malheureusement, c'est un petit peu tombé dans la désuétude à ce niveau-là, et c'est plus de l'amusement, et l'application CB que devient un petit peu plus pour certains une forme de jeu, de passe-temps que du côté utile. Et ça, pour moi, c'est un petit peu dommage. Ça peut l'être aussi, hein. Mais donc l'utilité, on l'a effectivement dans les départs. Moi, je l'ai fait avec Richard Ricoul, qui est le patron de Midland France. On a tout de suite pensé à l'évolution de cette application dans le sens utile, dans le sens par exemple l'ouverture des secours avec une fréquence de secours qui n'a pas du tout la même utilisation que le canal 9 à l'époque, puisque la CB avant, il n'y avait que la CB et les téléphones fixes qui étaient utilisés. Donc l'utilité d'un canal 9 pour déclencher les secours. Là maintenant, tout le monde a son portable. Encore faudrait-il que les gens sachent se servir du portable pour appeler les secours.
Après, je ne dis pas que les gens qui sont dans les SOS puissent le faire parce que on peut pas gérer un accident qui a des milliers de kilomètres ou des centaines de kilomètres de chez nous. Par contre, ça peut avoir son grande utilité. C'est là que je vois toute la possibilité de CB-Talk dans de l'information de masse lors d'un avis de recherche d'une personne disparue, d'une fugue. Ça peut être aussi lors d'actes de terrorisme. Tout le monde n'a pas BFM Télé avec lui, tout le monde n'a pas son poste CB avec lui. Par contre, tout le monde a un smartphone, tout le monde a une application et tout le monde peut communiquer. Donc, pouvoir communiquer des informations à ce niveau-là, pour moi, c'est l'avancée. C'est pas aller critiquer, ça sert à rien. C'est pas ça. C'est voir justement comment on peut en servir. Pas pour se substituer, je vais y arriver, c'est pas facile, à se substituer au secours, remplacer un 15, un 17, un 112, un 18, non, loin de là, mais ça peut être utile pour justement pallier à des lacunes lors de surdosage de ces numéros de téléphone. Tout à fait, non, non, mais je suis bien d'accord à 100% avec toi, Didier, pas de problème. Oui, oui, mais pour moi, Midland, c'est pareil, c'est une très très grande histoire, Midland. Ben, j'ai eu l'occasion de connaître le premier importateur de Midland. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à Carcassonne, dans un endroit que je ne citerai pas, parce qu'il était justement malheureusement dans une mauvaise passe, mais je t'en parlerai en privé. Voilà. Ensuite, j'ai bien connu, bien sûr, la famille Dirler à Saint-Dizier, etc. Et j'ai envoyé d'ailleurs les vœux à M. Ricoul ce matin, à M. Ricoul Richard. Ben c'est parti là, vers les 10h ou 10h15. Je lui ai envoyé les vœux. J'espère un jour le rencontrer de façon à peut-être faire un chemin tous ensemble, évidemment. Dernière question, Didier, parce que je vois que le temps tourne. Comment vois-tu l'avenir du 27 MHz en général? Voilà, je m'attendais à une question comme ça, la question piège en fin d'interview. L'avenir du 27 mégas pour moi. Alors, l'avenir du 27 pour moi, c'est une forme de radio, mais qui ne sera plus jamais ce qu'elle a été. Parce que pour moi, les modes changent. L'être humain a évolué vers un autre système de communication, d'autres besoins. Là, actuellement, l'être humain court pour moi plus vers le superflu, tant dans la communication que dans beaucoup de choses, avec toutes ces applications, tous ces trucs. Il court vers le superflu, mais au fond de moi-même, je garde l'espoir et l'envie de revoir fleurir quelques antennes sur les toits. Voilà, je pense qu'avec ça, j'ai dit ce que je pensais du 27 mégas. Voilà, mon grand plaisir, ça serait de pouvoir revoir quelques antennes sur des toits de maisons ou des toits d'immeubles ou des toits de voitures se promener. Voilà, c'est tout ce que je peux souhaiter de mal à la Citizen Band de 27 MHz. C'est un petit retour pour le côté loisir et c'est toujours un petit peu actif hein, avec les bandes de BLU. Mais là, je pense qu'il faudrait monter un petit peu au créneau de notre côté, pas faire que de l'information sur des groupes Facebook, mais aussi monter au créneau par rapport à nos administrations pour pouvoir réouvrir certaines fréquences qui ne sont pas utilisées, comme les 27 un petit peu au-dessus, les 555 et tout ça, pour pouvoir les utiliser librement en 27 mégas avec des postes adéquats. Ah, je suis bien d'accord avec toi, mais toujours pareil, tu sais, comme je te le disais tout à l'heure, c'est un problème de structure, c'est un problème d'une force, d'une union du plus grand nombre. Si nous étions par exemple 20 ou 30 000 personnes à réclamer la même chose, dans une même structure, les choses évolueraient beaucoup plus rapidement. Mais bon, après c'est une autre grosse discussion. Eh bien écoute mon ami Didier, je pense qu'on a fait une très très belle émission, que nos amis auditeurs de Radio Méru se feront peut-être une idée encore un petit peu plus complète de ce qu'est notre passion pour la radiocommunication de loisirs. Cette émission, bien sûr, elle peut être écoutée à partir du lundi. Et elle est rediffusée le mardi, alors le lundi à 21h, le mardi à 2h, le mercredi à 12h, le jeudi à 04h, le vendredi à 16h, le samedi
à 5 heures et le dimanche matin à 4 heures. Heure Paris-Madrid, je tiens à le signaler parce que nous avons des gens sur le monde entier qui nous écoutent et il faut qu'ils tiennent compte bien sûr de tous les décalages horaires. Je te remercie encore une fois Didier, nous aurons l'occasion très certainement de faire d'autres émissions ensemble. Je remercie également mon ami Hervé Martin. Hervé Martin qui est un radioamateur mais surtout télégraphiste, ce qui démontre bien qu'entre les opérateurs radio, les civistes, les radioamateurs, nous pouvons faire un travail ensemble, collaborer ensemble de façon à médiatiser de plus en plus et à faire découvrir notre passion à la jeunesse de notre pays, de l'Europe et du monde entier. Encore une fois, merci à vous tous, merci aux auditeurs de Radio Méru et nous vous disons à très très bientôt et encore une fois nos meilleurs voeux pour 2020. Bye bye, à bientôt. Merci, merci à toi André, grand plaisir de t'avoir entendu et un grand merci à Radio Méru pour cette interview qui m'a fait plaisir pour la 20e. Allez, au plaisir, comme on dit dans le jargon, au plaisir de recroiser les Ariens, 73 51 88, cordialité, salutations et bisous à ces dames avec leur permission. Allez, bye bye, ciao bye.